Jean-Louis, une piste refaite depuis 2 ans mais qui n'épargne pas les pneus. Qu'est-ce qui contribue à la dégradation des pneumatiques? La chaleur, les courbes? Eh bien, j'ajouterai à ce que vous dites, Géraldine, la chaleur, les courbes, et j'ajouterai l'appui aérodynamique et la météo. Pourquoi? Parce que effectivement, l'appui aérodynamique est assez prononcé sur ce circuit qui bouscule terriblement les hommes et les machines. Et puis la météo, et quand il pleut, et c'est ce qui peut arriver au cours de ce Grand Prix du Brésil, eh bien, la piste est délavée et toute la gomme qui a été déposée, qui favorise l'adhérence, eh bien cette gomme s'en va et les pneus se mettent à glisser de tous les côtés, ce qui les endommage fortement. Vous parlez également des virages et des courbes. Oui, l'appui aérodynamique, ça n'a jamais été le fort pour les pneumatiques Pirelli. On voit très bien les efforts qu'ils produisent dans les courbes, et ça aussi, ça les dégrade. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on emploie chez Pirelli les pneus les plus durs pour ce Grand Prix, dans la gamme la plus haute. Jean-Louis, Interlagos est une des pistes les plus courtes de la saison, mais c'est loin d'être la plus tranquille, et notamment parce qu'elle tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il y a déjà cela, c'est une piste extrêmement courte, l'une des plus courtes de la saison, 4 km 300. Et vous savez que autant je dis qu'on est à Spa-Francorchamps sur le grand 8 de la Formule 1, autant à Interlagos on est sur un toboggan. Pour mémoire, je veux rappeler à nos internautes que les virages d'Interlagos sont vraiment des virages sensationnels. Il y a les S de Senna au bout de la ligne droite et qui favorisent au freinage les dépassements. Il y a la montée du lac, il y a des courbes vraiment de différentes natures, mais surtout, il y a le virage 12 qu'on appelle la jonction, et ce virage 12, il commande toute la réaccélération en montée. Alors c'est une grande courbe qui se termine par une ligne droite qui passe devant les stands, mais comme c'est à fond, eh bien ça fait comme une ligne droite, et c'est là qu'il ne faut pas se louper. Le virage 12, il faut réaccélérer très correctement pour avoir la vitesse de pointe tout au bout de la ligne droite qui permettra les dépassements. Ça c'est très important. Et puis, vous savez que là-bas, eh bien, le climat ne favorise pas une piste toujours très stable, même si elle a été refaite, comme vous le signalez fort justement, mais elle commence à avoir à nouveau des bosses, et ça crée des problèmes. C'est terrible pour les pilotes, c'est terrible pour les suspensions, et aussi pour les réglages du châssis. Jean-Louis Hamilton n'a jamais gagné au Brésil. Est-ce que c'est clairement l'objectif affiché? Et dans un autre temps, si Rosberg gagne à Interlagos, il sera titré. Alors va-t-il jouer la sécurité ou tenter le tout pour le tout? Eh bien écoutez, moi je crois que dans l'esprit de l'un comme de l'autre, il faut tenter le tout pour le tout. Rosberg, parce que gagner le Grand Prix du Brésil, eh bien ça le fait devenir champion du monde de facto. Et puis Lewis Hamilton, eh bien c'est tout simple. Lui, c'est les victoires qui comptent. Il peut se rattraper au classement du titre mondial avec une victoire supplémentaire et repousser l'échéance jusqu'à Abu Dhabi. Voilà, les choses sont parfaitement claires pour l'un pour l'autre. Alors, Rosberg s'est imposé déjà 2 fois sur ce circuit d'Interlagos en 2015 et 2014. Effectivement, Hamilton n'y a jamais gagné et il y a été pourtant sacré champion du monde. Donc, vous voyez, chacun a ses chances sur ce plan, mais c'est vrai que c'est un circuit, on le répète, très agité, très tourmenté, très bosselé, et peut-être que Rosberg pourra tirer son épingle du jeu par rapport à Hamilton qui, lui, aime les grands espaces et les très hautes vitesses. Jean-Louis, c'est la dernière apparition de Felipe Massa sur ses terres au Brésil. Si Felipe Nasser n'est pas prolongé l'an prochain, la nation n'aura plus de représentants. Est-ce que c'est un drame pour ces fanatiques de course auto? Oui, c'est un drame, parce que le Brésil a toujours donné de très grands champions. Je vais pas vous les citer, mais il faut quand même rappeler Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet et évidemment le grand Ayrton Senna. Et bien sûr que dans cette région de São Paulo, on adore la course automobile, mais dans tout le Brésil aussi, comme on adore le sport. Alors, tout ce que vous me dites, eh bien, ça montre surtout que c'est l'état général du Brésil qui est assez mouvementé en ce moment et qui fait que bien on a peut-être pas tous les efforts tournés vers la course automobile et vers la Formule 1. Et vous savez que le circuit d'Interlagos a eu du mal cette année à organiser le Grand Prix du Brésil. Donc tout ça fait un peu peur. Vous avez effectivement raison de souligner cet état fait. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais ça peut arriver. On évoquait Felipe Massa, on va donc évoquer son remplaçant, Lance Stroll, qui a été confirmé chez Williams pour 2017. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce jeune pilote, Jean-Louis? Écoutez, je le connais bien, Lance Stroll, depuis tout petit, parce que son papa a été et est toujours un supporter fervent de Ferrari. C'est l'un des collectionneurs des plus belles Ferrari. Il a une 330 P4, il a une GTO, qui sont l'une et l'autre magnifiquement refaites. Et le petit Lance, eh bien, il a été constamment dans cette famille tournée vers le sport automobile et les belles voitures. Alors, bien entendu, on va le montrer du doigt comme étant le fils d'un milliardaire qui est arrivé parce que son père est milliardaire. Mais
La réalité est peut-être tout autre. Il a fait une très belle saison de F3 l'an passé. Il pense qu'il a les capacités pour tenir le volant de la Williams. Moi, je crois qu'il les a aussi. Et puis, il faudra, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Prost, qu'il combatte cette idée préconçue du fait qu'il est fils de milliardaire et que tout lui est permis et que c'est ça qui l'a amené à la Formule 1. Ce n'est pas sûr, et justement, on va attendre qu'il fasse ses preuves. Hein. Il a eu 18 ans le 29 octobre. D'ailleurs, la blague qui court à son sujet, elle est drôle. On n'a pas pu le présenter avant chez Williams, parce que chez Williams, l'un des sponsors principaux est Martini, l'apéritif bien connu, et que les mineurs de moins de 18 ans n'ont pas le droit de toucher à l'alcool. C'était ça qui était drôle, mais bon, 18 ans le 29 octobre, vous voyez, il va commencer la Formule 1 très tôt et battre des records sur ce plan-là. En l'occurrence, on va beaucoup le surveiller. C'est un garçon, je le répète, plutôt sympa, qui a été très brouillon à ses débuts, comme tous les jeunes en ce moment, hein, qui, issus du karting, pensent qu'on conduit en Formule 1 comme on conduit en karting, ce qui n'est plus le cas maintenant, on doit faire très attention. Et en l'occurrence, je le répète, c'est quelque chose de nouveau pour la Formule 1, c'est ce que j'appelle ces enfants soldats, hein, qui arrivent comme Verstappen et qui font vraiment des choses formidables. On va voir ce que Lance Stroll vaut dès qu'il sera au volant de la F1. Une dernière question, Jean-Louis, à propos du WEC. Enfin, ce n'est pas une question, mais plutôt un état de fait avec le titre pour Porsche et Alpine. C'est une bonne chose. Écoutez, moi je suis content déjà pour Alpine, parce que le lancement de la berlinette, c'est pour bientôt, et un titre mondial, eh bien c'est parfait pour cette marque. Je crois que les voitures bleues, elles nous tiennent à cœur. Quant à Porsche, eh bien c'est simple, hein, on a bien compris, avec le scandale qu'il y a avec le Dieselgate de Volkswagen, les problèmes que connaît Audi à cause aussi de ce scandale, les problèmes financiers, il faut comprendre que la seule marque de compétition qui existe dans le groupe, c'est Porsche. Le patron actuel de tout le groupe, c'est Matthias Müller. Il vient de chez Porsche également, il en était le grand patron. Et je crois qu'il fait comprendre à tout le monde que c'est Porsche qui compte dès qu'il s'agit de parler de course automobile. Et en l'occurrence, je trouve que c'est bien. D'autre part, il faut se rappeler que la Porsche 919 est une machine absolument magnifique. Elle s'est imposée très rapidement. C'est une voiture dite géniale. Et je pense que c'est bien pour Porsche d'être champion.